Donc maintenant, je propose qu'on passe la parole à Michel Sourdiou, qui va nous présenter les aspects R&D et comment la R&D permet de répondre aux défis sociétaux qui se posent, qu'ils soient environnementaux, bien-être, etc. Et ça va nous permettre aussi d'aborder deux filières qui ont été moins abordées peut-être jusqu'à maintenant, mais qui font aussi la richesse de la diversité de la Ferme France, les filières aquacoles et les filières avicoles. Bon, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous illustrer un petit peu comment la R&D aujourd'hui peut apporter un certain nombre de réponses par rapport aux enjeux sociétaux, de bien-être animal en particulier, de changement climatique également. Alors pourquoi je suis là aussi aujourd'hui ? Je représente donc le CISAF, qui est une organisation professionnelle dédiée à la génétique, dédiée au transfert en particulier de la recherche vers les entreprises de sélection. Au CISAF, nous regroupons 32 entreprises et associations de gestion d'espèces ou de lignées en 2022. Et nous nous intéressons à différentes filières. Donc c'est l'aviculture, toutes les espèces, et incluant les races locales ou les races de gibier, l'aquaculture, donc les poissons marins, poissons d'eau douce, les coquillages, mollusques, les crevettes, et puis depuis peu certaines filières d'insectes. Je ferai en fin d'exposé un petit focus sur la génétique des insectes, donc en particulier les insectes producteurs de farine, la mouche soldat noire et le ver de farine. Donc c'est une équipe de scientifiques, 25 docteurs et ingénieurs de différents domaines, mais principalement de la génétique ou des domaines du phénotypage, de la reproduction, de la statistique. Et puis nous intervenons dans un assez grand nombre de programmes R&D pour le transfert justement des innovations vers les entreprises. Alors, pour rappeler un petit peu quel est le contexte finalement des enjeux sociétaux pour les filières avicoles et aquacoles, il y a des enjeux de bien-être animal importants. Un des plus prégnants aujourd'hui, c'est la future suppression des cages dans l'élevage avicole, et ce qui peut avoir de lourdes implications sur les élevages de sélection. Ça va engendrer également une vision différente du comportement des animaux en groupe. La gestion des densités et des conséquences de ces densités est également un enjeu de bien-être animal important pour les filières avicoles et aquacoles. En termes d'enjeux, on va retrouver des souhaits, des enjeux de relocalisation dans des nouveaux systèmes de production, en cherchant des alternatives à un certain nombre de protéines animales, protéines végétales, comme le soja, et le développement donc, de circuits courts. L'impact sur l'environnement est bien sûr un impact important pour nos filières également, avec l'objectif d'atténuer les effets du changement climatique sur un certain nombre d'animaux, que ce soit les volailles ou les poissons, et le travail sur l'efficacité alimentaire pourra rendre un certain nombre d'effets sur l'ensemble de nos filières pour améliorer donc l'efficacité économique tout en améliorant l'efficacité environnementale. Et puis on a des objectifs de robustesse, de résistance, de résilience face à tout ce que l'on va rencontrer en termes de changement climatique, hausse des températures, modification des caractéristiques de l'eau pour les poissons, et puis éventuellement développement d'épizooties plus importantes et passage plus régulier d'un certain nombre d'épizooties. On l'a vu pour la grippe aviaire par exemple. Donc ces enjeux ils sont nombreux. Ça nous incite à multiplier les programmes de R&D, bien sûr, et la génétique pourra apporter sa contribution dans la réponse à ces enjeux. Alors, le premier thème que je vais aborder, c'est le thème de la diversité. À nouveau, on en a parlé déjà beaucoup avec les exposés précédents, mais là aussi, il y a encore de la recherche à faire pour mieux exploiter la variabilité génétique existante. Alors pour revenir sur les espèces avicoles et piscicoles, on a dit qu'il y avait
11 espèces avicoles qui étaient exploitées en France, une petite vingtaine d'espèces piscicoles. En fait, ça représente derrière plus d'une centaine de races et de lignées qui sont exploitées, donc une très grande variabilité. Sur un total environ même de 150 qui sont représentés, de plus de 150 qui sont représentés en France. Donc c'est une des plus grandes diversités mondiales. Donc c'est vraiment une richesse que l'on a et que l'on peut exploiter dans nos systèmes d'élevage. Alors il faut continuer d'exploiter cette richesse, c'est un travail au quotidien, mais au-delà du travail quotidien, il y a des outils nouveaux à développer, à continuer de développer, et des thèmes nouveaux à travailler en termes de recherche. Donc les derniers qui sont arrivés sont bien sûr des méthodes génomiques qu'on a développées pour un certain nombre d'espèces au CISAF, avicoles ou aquacoles, mais il y a encore de nombreux travaux à faire sur différentes espèces en termes d'outils génomiques, que ce soit dans nos espèces au CISAF, mais pour d'autres espèces également en particulier. Et puis au-delà des méthodes génomiques, on doit aller plus loin pour caractériser la biodiversité. Et il faut que l'on comprenne un peu mieux comment justement les interactions entre les génotypes et les milieux, donc entre les races et les systèmes d'élevage, comment elles s'interprètent au point de vue génomique, au point de vue moléculaire. Et puis, au-delà du gène, il y a tout ce qu'il y a autour, donc l'épigénome. Et là aussi, de nombreuses recherches sont nécessaires pour mieux comprendre comment l'épigénome peut nous aider à mieux exploiter notre diversité génétique. Donc il y a un programme dans lequel le CISAF est impliqué, mais pas seulement, qui s'appelle Geronimo, qui est un programme européen qui s'est lancé il y a quelques mois et qui a pour but justement, en volaille et en porc, d'étudier les effets du génome et de l'épigénome à partir de races locales et sur des systèmes d'élevage locaux. Alors, toujours en termes de diversité, bien sûr, il faut exploiter la diversité existante et on sait pourquoi. On sait que c'est déjà une combinaison gagnante. L'exemple de l'utilisation de souches particulières pour le label rouge en volaille a été un succès très important ces dernières années. Donc on a pu, grâce à des génotypes particuliers, créer des filières vraiment gagnantes bien sûr des poulets avec une différence gustative marquée et qui ont été donc un succès important. Donc, derrière ce travail sur la croissance, il y a eu d'autres critères génétiques qui ont été utilisés et c'est là-dessus qu'il faut continuer de travailler, de poursuivre la R&D sur des critères de typicité par exemple et rechercher des gènes qui pourront mieux marquer nos croisements locaux ou nos croisements utilisés pour des systèmes de production particuliers et qui répondent à une attente de la société. Alors, il faut utiliser la diversité comme ça, et puis il faudra sans doute l'adapter, parce que les changements font que la diversité que l'on a travaillée jusqu'à présent, il faut continuer de l'adapter aux nouvelles attentes et l'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Alors, j'ai pris un autre exemple ici, qui est un exemple d'adaptation face à des attentes majeures dans la filière avicole, qui est l'arrêt de l'euthanasie des poussins mâles, qui devient obligatoire en France et dans quelques autres pays. On espère que ce sera le cas également dans tous les pays européens. Et une des façons d'exploiter la variabilité aujourd'hui et de l'adapter, c'est de trouver de nouveaux croisements qui peuvent répondre à une orientation double fin qui avait été totalement abandonnée dans la volaille depuis des années, et de créer des croisements et des races qui soient capables de répondre à la fois à la production de viande et à la production d'œufs, et qui permettraient de supprimer totalement ce problème de l'euthanasie des poussins mâles, que l'on a résolu pour l'instant par des méthodes technologiques avec de l'ovosexage, mais on pourrait imaginer des méthodes exploitant la variabilité génétique. Donc on a un travail qui est de caractérisation actuellement en cours, aussi dans un programme européen qui s'appelle PEPILO, qui s'intéresse à des systèmes d'agriculture biologique, mais on pourrait élargir cet essai à des systèmes de production non biologiques. Donc voilà, à nouveau un exemple qui fait que la diversité peut être exploitée, adaptée par rapport à une attente très prégnante et qui est assez
rapide et assez brutal, entre guillemets, hein, quand même. Le passage de l'élimination des poussins mâles à l'ovosexage sera très rapide dans la filière avicole en France. Alors parfois, on ne pourra pas exploiter la diversité existante, il faudra carrément l'adapter en sélectionnant, en réorientant les races et les lignées que l'on a aujourd'hui face aux nouvelles attentes. Par rapport au changement climatique, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on va avoir des hausses de température, on va avoir des modifications de la composition du milieu marin ou d'eau douce pour nos poissons. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est vraiment un exemple caractéristique des recherches que l'on peut faire aujourd'hui pour s'adapter au changement climatique. Il faut essayer de voir comment nos races peuvent évoluer et résister à des teneurs en oxygène différentes dans l'eau ou à des températures qui sont non optimales par rapport à l'élevage, par rapport à la comparaison de ce que l'on a aujourd'hui. Et ensuite, essayer de rechercher les mécanismes génétiques sous-jacents qui peuvent permettre ici aux poissons de résister à des stress aigus d'augmentation de température en particulier. Donc c'est un programme qui est lancé, financé par le FEAMP. Et ça nécessite d'être imaginatif quand même et aussi de créer des nouveaux outils pour tester ces nouveaux caractères parce que ce n'est pas ce que l'on avait l'habitude jusqu'à présent. Donc là, on est sur des caractères de résistance, d'évolution. Donc au niveau du CISAF en particulier pour les poissons, avec l'ANSES, on a établi une plateforme de tests, de phénotypage pour ces évolutions de milieux d'eau douce ou de milieux marins. C'est la plateforme Forcieur génétique qui permet de tester à la fois la résistance des poissons à des pathogènes et la résistance des poissons ou l'évolution des poissons à des modifications du milieu. Donc, à titre d'exemple, pour l'évolution face à des pathogènes également, on va chercher des poissons qui sont plus résistants par rapport au développement d'un certain nombre de maladies via des gènes majeurs. On en parlait également tout à l'heure pour les bovins. Être capable de chercher ces gènes de résistance sur les poissons et ensuite de les diffuser dans des populations, dans des schémas de sélection assistés par marqueurs, avec des poissons qui seront génétiquement et des souches qui seront génétiquement plus résistantes, ça fait partie des objectifs que l'on peut s'assigner d'adaptation de nos souches pour demain face aux enjeux que l'on a aujourd'hui. Alors le phénotypage, hein, c'est un grand objectif aussi pour les recherches que l'on a en termes de sélection pour demain. Il faut que l'on multiplie nos possibilités de phénotyper les animaux face aux nouveaux caractères dont on aura besoin pour adapter les races et les souches. Alors un autre exemple pour illustrer cela, c'est l'utilisation des données du protéome ou du métabolome, c'est-à-dire des métabolites que l'on va rechercher chez l'animal pour s'en servir comme marqueur d'un certain nombre de caractères. Et c'est ce que l'on fait par exemple en ce moment sur des races de volailles pour trouver des marqueurs non pas génétiques mais des marqueurs on va dire biologiques pour sélectionner sur la survie embryonnaire, sur la fertilité et sur la meilleure réussite de l'insémination et de l'accouvage, pour essayer de diminuer au maximum les mortalités à cette phase. Donc c'est un exemple pris parmi d'autres, mais ce sont des méthodes que l'on va devoir développer sur des nouveaux caractères pour pouvoir ensuite sélectionner. Et un autre exemple, cette fois plutôt sur l'amélioration de la résilience et l'amélioration et l'atténuation des effets sur l'environnement. Il y a quelques images qui ne passent pas, c'est pas grave. On a développé depuis quelques années des outils aussi électroniques, en l'occurrence ici des mangeoires, qui permettent de mesurer individuellement l'efficacité alimentaire des animaux. Et l'efficacité alimentaire, c'est vraiment le levier permettant de diminuer l'impact sur l'environnement des volailles en particulier, mais de n'importe quelle espèce animale. Alors, ces outils automatiques sur des volailles, c'était relativement difficile à mettre au point, mais c'est encore plus difficile à mettre au point sur d'autres espèces comme les poissons. Donc, il y a une problématique qui sera très, très importante pour ce type d'espèce, ce sera d'être capable de
visualiser peut-être les animaux individuellement dans un groupe grâce à l'intelligence artificielle et grâce à la reconnaissance faciale, et être capable de sélectionner à l'intérieur d'un bassin les poissons en fonction de ce qu'ils vont consommer comme aliment. Donc on voit bien que les défis d'un point de vue de la recherche par rapport à cette sélection en groupe, alors qu'on avait sur les espèces avicoles et sur les espèces aquacoles des sélections individuelles, soit dans des cages, soit dans des aquariums, eh bien, ce défi de la sélection en groupe va nécessiter un grand nombre d'adaptations et un grand nombre de nouveaux outils de phénotypage qui seront à mettre en place dans les années futures. Et ces outils de phénotypage, on pourra les utiliser à la fois pour améliorer l'impact, mais aussi pour améliorer la capacité de résilience des animaux. Avec les alimentateurs électroniques, on est capable de voir comment réagissent les animaux à un facteur extérieur, comment ils s'adaptent en consommant plus ou moins l'aliment au fil du temps. Et pour terminer, dans les exemples de ce que la R&D doit nous amener demain en matière de génétique, il faut qu'on aille jusqu'au bout des innovations, sans doute, et qu'on essaye d'imaginer d'autres voies en domestiquant de nouvelles espèces. C'est l'exemple que l'on a aujourd'hui dans le développement de la génétique sur des espèces d'insectes pour produire des protéines localement à partir de coproduits, voire peut-être demain à partir de déchets. Et la démonstration est faite aujourd'hui que le potentiel d'amélioration génétique de ces insectes producteurs de farine est déjà très très important, alors que les travaux ont commencé que depuis quelques années finalement. Alors pourquoi utiliser ces insectes ? Eh bien, c'est d'une part pour améliorer la nutrition et puis pour produire localement à partir de coproduits ou de déchets de la protéine qui sera utilisée dans l'alimentation des volailles ou des poissons par exemple. Il y a aussi des composés antimicrobiens qui sont produits par ces insectes. Donc c'est une relocalisation aussi de la production de protéines alimentaires par rapport à l'importation de soja par exemple. Et puis les insectes utilisés vivants peuvent aussi aider à l'expression des comportements naturels. Et aujourd'hui, on a pu démontrer donc que l'on pouvait gagner, grâce à des schémas de sélection génétique, une vingtaine de pourcents de l'aptitude à la bioconversion, c'est-à-dire l'aptitude à transformer ces coproduits ou ces déchets en nouvelles protéines, 20% de progrès en une dizaine de générations de sélection. Alors, si on compare effectivement avec les bovins, on n'est pas du tout sur le même rythme de reproduction, mais 10 générations de sélection en insectes, c'est à peine 2 ans de sélection. Et on a donc pu déjà démarrer un certain nombre de schémas qui démontrent que l'on est capable de faire progresser très rapidement ces souches d'insectes vers une efficacité qui est vraiment très, très améliorée. Donc voilà, pour conclure, les potentiels génétiques que l'on a, on en a parlé déjà beaucoup ce matin, ils existent et il faudra les remodeler, les réadapter face aux enjeux. On créera peut-être de nouvelles souches, on créera de nouveaux croisements. Tout ça, ça nécessite de mobiliser en matière de recherche un grand nombre de technologies, des méthodes de génétique très classiques, des méthodes de génomique, des outils épigénomiques et sûrement d'autres outils encore. Ça nécessite de mobiliser également de fortes méthodes, de nouvelles méthodes de phénotypage. J'en ai présenté quelques-unes sur nos espèces qui permettront de mesurer les caractères qui vont évoluer face aux demandes en termes de bien-être animal et face aux évolutions du climat. Donc utiliser des biomarqueurs, utiliser l'intelligence artificielle, des capteurs, acquérir de façon très importante tous ces phénotypes et sans doute bien d'autres outils encore. Et tout ça, eh bien, cette R&D, elle doit bénéficier, elle doit continuer de bénéficier d'une mobilisation collective. Alors, c'est le cas au CISAF qui regroupe plusieurs filières et qui regroupe donc plusieurs types de chercheurs et qui permet de monter avec les instituts techniques, avec les instituts de recherche, les écoles, qui permet de monter un certain nombre de projets collectifs. Mais on doit continuer dans cette voie-là. C'est un investissement permanent qui est déjà ancien, mais qui doit se poursuivre sur les filières pour atteindre donc des solutions plus responsables. Une mutualisation des efforts avec des recherches innovantes et à la pointe des technologies. Il ne faut jamais oublier que ces technologies nous font passer, nous font lever un certain nombre de verrous. Et bien sûr, pour tout ça, on a un besoin de soutien en termes de temps de
Le temps de travail, la génétique, c'est quand même un temps long, donc il faut être capable d'attendre un petit peu que les résultats diffusent sur le terrain. Bien sûr, des financements, des collaborations de type transversal qui sont toujours porteuses d'un grand nombre de réussites. Et on doit être capable de rassembler tous les acteurs du public et du privé pour poursuivre cette mission. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on a été nombreux à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, notamment dans les filières aquacoles. C'est vrai qu'il y a quand même un travail de recherche et on voit bien l'aspect de haute technologie dans toutes les méthodes que tu as présentées. Et on parlait tout à l'heure la génétique, on faisait la comparaison entre génétique et intelligence artificielle, mais on voit que l'intelligence artificielle, c'est un outil de pointe utilisé dans la... Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va aborder une autre filière qui est la filière du cheval, qui va donc nous être présentée par Sophie. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de la sélection sous l'angle productif, au sens économique du terme. Alors même si le cheval a été un animal de travail dans le temps passé, aujourd'hui c'est un animal productif, mais dans le sens hédoniste, j'allais dire, au sens d'animal de loisir et de sport. Et je pense que tu vas nous présenter donc toutes les activités de l'Institut français du cheval et de l'équitation en matière de génétique.